7e siècle et des salles de bain, que leur génie est des choses dont on n'a rien à foutre. Et donc le véritable enjeu, c'est est-ce que ces innovations correspondent effectivement à une attente de la population? Alors moi je pense que oui, parce qu'elles apportent une chose que met en avant Nicolas Cracovie-Mathieu, c'est-à-dire que l'économie c'est de la concurrence, de la dynamisation par la pression concurrentielle sur chaque entrepreneur, et que ces innovations, on en a parlé avec Airbnb, on en a parlé avec Uber et tout ça, elles ont comme caractéristique de renforcer la concurrence. Et donc on rentre dans un monde qui va être de plus en plus concurrentiel, où il va y avoir, à mon avis, deux enjeux, et on va revenir là-dessus. Je pense que le premier enjeu, c'est que vont faire les États, à partir du moment où le véritable outil n'est plus entre leurs mains, puisque la concurrence est extérieure, comment ils vont se comporter face à la concurrence, et comment ils vont intégrer leur stratégie par rapport à cette concurrence. Et le deuxième enjeu, c'est comment on va solder la période antérieure. C'est-à-dire que si on a une période de croissance qui commence par gain de productivité par concurrence, ça veut dire que, et là aussi Nicolas en a parlé, ça veut dire que les gains de productivité vont se répercuter sous forme de baisse de prix. Et quand les prix baissent, les gens qui sont endettés souffrent. Donc comment est-ce qu'on va solder, dans la phase d'innovation actuelle, le stock de dette? Donc on rentre pour moi dans une phase d'innovation dont la traduction sera concurrentielle, qui répondra aux besoins de la population et qui posera deux questions. Que faire des États? Que faire des dettes? Voilà. D'abord, on va bien se tenir et on va écouter la question. Non mais j'ai plein de remarques. Laisse-le. Mais t'es insupportable. Alors, vous avez compris pourquoi on leur a donné un seul micro. Ça aurait été ingérable. Chacun avec son micro, ça aurait été ingérable. Alors, d'abord, j'aimerais bien ouvrir le débat parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc si vous avez des questions dès maintenant, profitez-en. Est-ce qu'il y a une question éventuellement qui... Moi j'en profite pour dire un petit truc du coup, en attendant la question. Fais ta phrase. Juste quand il parlait de Larry Summers et son histoire de salle de bain, il avait une formule assez choc quand il s'exprimait devant les gens. Il disait, tiens, dans cette salle, qui est prêt à renoncer soit à l'eau potable, à l'eau courante, soit à son smartphone? Et là, tout d'un coup, on se dit, mince, à quoi je renonce? Et c'était assez bien fait. Juste le temps que vous prépariez vos questions. Alors moi, pour le coup, je pense qu'on est vraiment dans une période d'invention. Et comme dans toutes les périodes d'invention, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, et il y a des tas de choses qu'on commence à deviner. Ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement ce qui sortira de ce foisonnement de combinaisons inédites de biens et services. Parce que moi, je pense qu'on entre dans une nouvelle économie qui est, moi j'aime bien appeler l'économie de la solution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des entreprises qui, d'un côté, fabriquent des produits pour les vendre à des consommateurs ou des entreprises. Vous avez des utilisateurs et des entreprises qui co-inventent ensemble des solutions qui mélangent des services et des biens pour trouver des solutions. C'est pour ça que le débat sur est-ce qu'il y aura de la croissance demain ou pas, la réponse est oui, il y aura de la croissance, puisque la croissance c'est quoi? C'est de la création de valeur, et que la valeur, elle viendra sans doute moins de la production de biens que de l'utilisation de services, elle viendra moins de l'avoir plus, et elle viendra davantage de ce qu'on peut appeler l'être mieux. Et quand c'est comme ça, il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas. Est-ce que vous connaissez Thomas Watson, par exemple? Thomas Watson, en 1943, fondateur d'IBM. Est-ce que vous savez combien il pense qu'il va vendre d'ordinateurs dans le monde? Ouais, 5. Voilà. Et donc, Bill Gates, il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans, il pense que quelques centaines de milliers de gigaoctets, ça suffira sur les ordinateurs. On compte maintenant en téraoctets. Donc, moi, je pense qu'on a des tas de nouvelles solutions qui vont générer énormément de valeur. Et sur l'innovation, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde totalement différent où il faut que vous oubliez tout ce que vous avez, alors je ne devrais pas dire ça dans une école, mais vous devez oublier tout ce qu'on vous apprend sur l'innovation. C'est-à-dire qu'avant on vous disait il faut faire un plan à 5 ans pour envisager un produit qui va... Non, vous ne pouvez plus prévoir ce que sera le monde dans 5 ans. Est-ce que vous croyez que Nokia, quand ils avaient, à la fin des années 2000, quand ils avaient encore 60% du marché du téléphone, est-ce qu'ils auraient cru que quelques années plus tard, ils n'auraient plus que 5% du marché du téléphone? Non. L'avenir est imprévisible et il faut s'y adapter. Je crois à l'invention. Alors, non mais attends. Et donc, non, je termine sur cette idée d'innovation. Sur cette idée que tout ce qui fonctionnait avant, par exemple, tu parlais de la 380. La 380, on l'a d'abord pensée, on l'a fabriquée, et après on a essayé de le vendre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tu
avant de fabriquer ton produit. Tu penses qu'aujourd'hui, il faut être le premier à inventer un nouveau marché. Mais c'est pas vrai. C'est jamais ceux qui sont inventeurs qui réussissent. Prends l'exemple de Tinder. Vous connaissez tous Tinder quand même. Voilà, bon. Et ben en 2013, aux États-Unis, vous avez 3 sites déjà. Le marché de la rencontre, il est partagé entre 3 sites. Donc Tinder n'invente pas le site de la rencontre. 6 mois après, Tinder a 80% du marché. Donc voilà, ne croyez pas qu'il faut être les premiers, ne croyez pas qu'il faut avoir des grands projets, etc. Est-ce que vous croyez franchement que Mark Zuckerberg, dans sa petite chambre à Harvard, quand il a commencé à faire son petit réseau, il croyait qu'il allait inventer Facebook? Non. Donc l'invention, c'est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement concret, expérimental, donc je dis que c'est à la portée de tout le monde. Parmi vous, il y a sans doute des gens qui vont inventer des trucs demain qui vont changer la vie du monde entier. Non, c'est pas le consommateur qui s'inquiète. Celui qui s'inquiète, c'est le producteur et c'est le travailleur. Et il se dit que dans les précédentes révolutions industrielles, ça s'est systématiquement accompagné d'une forte croissance et d'une multiplication des emplois sophistiqués. Et là, il se dit que dans cette mutation technologique qui va très vite, finalement, une partie de l'intelligence artificielle peut remplacer, dans certains cas, l'intelligence humaine. Et bien, il y en a certains qui se disent, moi, en termes de formation, je n'irai pas assez vite. Géographiquement, je suis un peu figé. Est-ce que je ne vais pas finalement finir déclassé? Et aujourd'hui, c'est le travailleur qui s'inquiète et c'est le consommateur qui gagnera. Il y a des vraies questions posées et j'ai tendance à être un petit peu moins affirmatif qu'Emmanuel. Alors, des questions, j'aimerais vraiment que des étudiants interviennent, sinon je pose mes propres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, on regarde plus tard. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de révolution digitale, on pense systématiquement à la dématérialisation, au cloud, au big data, aux réseaux sociaux aussi. Alors, en tant que particulier, j'ai envie de dire, en tant que personne physique, on subit de plein fouet toute cette transformation. Mais en tant qu'entreprise aujourd'hui, comment les entreprises réagissent-elles face à cette déferlante des nouvelles technologies? Est-ce qu'elles ont le temps de s'adapter? Oui, alors par rapport à ça, effectivement, je vais rebondir sur 2 choses qui ont été dites par Nicolas. D'abord sur la petite anecdote sur l'eau potable et tout ça. Quand Larry Summers, c'est intéressant comme histoire pour les étudiants ici. Oui, non mais je vais rebondir là-dessus très rapidement. Quand Larry Summers fait son exposé en 2013 au FMI, il pose effectivement la question, vous avez le choix entre, alors invention et innovation, je finis par très bien savoir comment tu interprètes ces mots, mais vous avez le choix entre une société qui a innové, c'est-à-dire une société qui a la salle de bain, et vous gardez juste la 3G sur le plan téléphonique. Et puis vous avez une société inventive qui prend la 4G, mais vous gardez les toilettes sur le palier, vous allez aux bains-douches municipaux. Et il dit, dans l'assistance, qui sont ceux qui choisissent la 3G et la salle de bain, et ceux qui choisissent la 4G et les bains-douches. Tout le monde choisit la 3G et la salle de bain, sauf les 3 Français qui sont là. Alors les gens se posent des questions sur le rapport des Français à l'hygiène. Et en fait, quelle est l'origine de la question? Quel est le problème qu'il y a derrière ça? C'est que la question a été posée en anglais. Et donc les 3 Français n'ont pas compris la question. Vous savez que quand on va faire des affaires aux États-Unis, les hommes d'affaires disent, vous avez, quand vous voulez faire des affaires avec des Français, le choix entre essayer de comprendre l'anglais qu'ils parlent ou apprendre le français. Et je vous conseille d'apprendre le français. Et donc, ma première remarque purement de conseil de professeur, soyez bon en anglais. Mais vraiment bon en anglais. Et je le dis d'autant plus que je suis très attaché à la francophonie. Ne négligez pas la culture française, mais la première chose qu'on doit apprendre dans une école de commerce, c'est d'être bon en anglais. La deuxième chose, vous êtes dans une école de commerce. Et donc, on rebondit sur comment les entreprises doivent bouger par rapport au digital. Je pense que les entreprises ont 2 choses à faire par rapport au digital. La première chose, c'est de concevoir et de comprendre qu'effectivement, on va rentrer dans un monde où l'enjeu, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où le digital a comme impact, et je maintiens ça, de casser systématiquement les monopoles avec des coûts d'entrée qui sont des coûts d'entrée très faibles. Emmanuel l'a dit, celui qui va gagner, c'est pas forcément celui qui est le premier. C'est-à-dire que quand vous construisez une usine sidérurgique, avant que votre concurrent apparaisse, il faut faire des hauts fourneaux. Mais ça demande du temps, de l'investissement et tout ça. Quand vous êtes dans le digital, une fois qu'il y a quelqu'un qui a repéré ce que vous faites, il va faire la même chose. Schumpeter, qui est un des grands théoriciens de la création, de la destruction créatrice, disait que ce qu'il y a de caractéristique dans la société industrielle, c'est que c'est une société d'entrepreneurs
et qu'il y a deux choses qui menacent l'entrepreneur, l'imitateur, c'est-à-dire le concurrent, et le planificateur, c'est-à-dire l'État qui va l'assommer d'impôts. Le planificateur va continuer à sévir, mais dans le digital, celui qui monte en puissance, c'est l'imitateur. C'est-à-dire que l'entreprise, dans le monde du digital, doit être en permanence avec 6 mois d'avance par rapport à ses concurrents. Et donc c'est un sacré défi, parce qu'on ne se repose jamais. Tous les matins, quand on se lève et qu'on dirige une entreprise dans le monde du digital, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé autour de moi qui va me couler? On a parlé de Nokia qui a disparu, on a parlé de toutes ces entreprises qui disparaissent à une vitesse phénoménale. Et la deuxième chose, je pense que pour les entreprises, c'est que, et là aussi je parle à des étudiants, c'est que l'entreprise industrielle, lorsqu'on avait un diplôme, on rentrait à un certain niveau dans la hiérarchie de l'entreprise et on vivait à ce niveau de la hiérarchie. Je pense maintenant que les entreprises raisonnent de moins en moins en diplôme, de moins en moins en skill et de plus en plus en education. C'est-à-dire de moins en moins en savoir-faire, et de plus en plus en savoir-être et en compétences. Ce qui veut dire que les entreprises vont être obligées en permanence d'organiser l'adaptation, la formation, la remise au niveau de leur main-d'œuvre, avec comme enjeu pour cette main-d'œuvre de considérer que rien n'est jamais acquis. Je vais juste prendre là aussi un exemple, et puis je donne la parole à mes collègues. Marie Barra, qui est la directrice générale de General Motors, a annoncé au mois d'octobre qu'elle allait supprimer 14 000 emplois sur les 180 000 emplois de General Motors, avec un objectif de faire 15% d'économie sur la masse salariale de General Motors. Quand vous supprimez 14 000 emplois sur 180 000 avec un objectif de 15%, ça veut dire que vous tapez en haut de la hiérarchie salariale. C'est-à-dire que les gens qui se considéraient précédemment comme abrités, qui considéraient que toutes les révisions, réorganisations d'entreprises allaient se traduire par de l'automatisation dont l'objectif était d'éliminer les plus bas salaires, ces gens-là se trompent sur ce qui se passe en ce moment. Et les réactions à ça vont être violentes. Parce que le PDG de Renault-Nissan est allé à Tokyo pour expliquer à Nissan qu'il allait faire la même chose. Sauf qu'il n'a pas eu le temps. Et donc il y a des gens qui ont réagi violemment à ce qu'il avait essayé d'annoncer. Et donc on rentre dans une phase où des enjeux aussi, ça va être de redéfinir les relations sociales dans le monde du numérique au sein de l'entreprise, dans un contexte où, encore une fois, ceux qui vont être remis en cause ne sont plus exactement ceux qu'on remettait en cause systématiquement précédemment. Juste pour compléter la question, je crois qu'il y a 2 stades. Il y a d'abord le stade où cette révolution, cet apport des technologies digitales permet une forme d'optimisation du monde ancien. C'est-à-dire que dans l'entreprise, l'utilisation effectivement des outils numériques, ça vous permet par exemple d'optimiser une politique de tarification parce que vous vous rendez compte que vous ne faisiez pas forcément la bonne offre au bon client au bon moment. Ça vous permet d'identifier des segments de clientèle que vous aviez délaissés. Ça vous permet d'optimiser une politique de transport, par exemple de la logistique. Donc, vous avez une forme d'optimisation. Et puis moi, je pense que le deuxième stade, qui est le stade auquel sont déjà beaucoup d'entreprises, c'est de se dire qu'avec cette révolution de la donnée, qui est quand même la révolution majeure, qui fait que vous n'avez plus besoin de faire du marketing, par exemple, parce que le marketing, c'est que vous essayez de convaincre des gens de faire quelque chose. Or, vous savez, avec les données, maintenant, exactement ce qu'ils font. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'idée qu'avec toutes ces nouvelles solutions, on va pouvoir développer des processus radicalement nouveaux qui vont déboucher sur des possibilités totalement nouvelles, la blockchain, le deep learning, etc. Et que ces combinaisons vont inventer ce que moi j'appelle encore une fois des solutions qu'on rentre dans le monde de la personnalisation, dans le monde de l'immédiateté, et ça c'est quand même une révolution majeure. Juste pour terminer par rapport à ce qu'il dit, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, messieurs. C'est pas le cas toujours, hein. Mais pour avoir regardé d'à peu près le sujet effectivement de la numérisation des entreprises, les principaux créateurs d'emplois, aujourd'hui on dit que ce sont les PME, c'est pas vrai, ce sont les entreprises de taille un peu plus grosse. Et ok, tout ce que dit Emmanuel est totalement vrai, mais tout le monde n'est pas General Motors, tout le monde n'est pas Nissan. Et en fait, quand vous regardez le tissu des entreprises qui sont la majorité des entreprises, qui sont encore aux fraises en matière de numérisation, en matière de transformation digitale. Vous leur parlez big data, ils savent, c'est un concept que tout le monde ne maîtrise pas. Il y a plein de patrons qui ne savent pas comment ça fonctionne. Tous ces phénomènes d'optimisation sont absolument pas opérationnels partout. Donc
Donc il y a véritablement là un gisement de croissance et de création d'entreprises et d'accompagnement à la transformation digitale pour des gens qui ont la conviction qu'il faut le faire, qui ne connaissent pas le chemin à suivre pour le faire, qui ne savent pas combien ça va leur coûter, qui sont encore un peu effrayés à l'idée qu'il va falloir s'y mettre, tout en étant convaincus qu'il va falloir le faire. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a certainement des gens qui vont mettre au point des business d'accompagnement et de transformation digitale, parce que je crois que c'est un véritable nouveau secteur d'activité. Il y a des secteurs qui disparaissent avec la transformation de l'économie, mais généralement, tout se transforme. Et il y a des secteurs qui apparaissent. Hein. On a eu le cocher, qui est devenu le conducteur de la voiture, et puis ensuite on a eu le conducteur de VTC, et puis on aura la voiture autonome. Voilà. Alors, rien ne se perd, tout se transforme. C'est tout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont finalement obligées de revoir leur modèle économique, dans le sens où vous parlez tout à l'heure de l'exemple de Nokia, mais aussi l'exemple de Kodak et bien d'autres qui ont dû mettre la clé sous le paillasson parce qu'elles n'avaient pas anticipé, elles n'avaient pas vu le coup venir. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, énormément d'entreprises sont obligées de revoir leur modèle économique pour un peu épouser ces nouvelles tendances de l'IT et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, après les incidents célébrissimes de Kodak et de Nokia, la plupart ne sous-estiment plus, comme avant, j'ai envie de dire, la capacité de nuisance, entre parenthèses, des nouvelles technologies. On est encore en phase de résistance, je pense. Effectivement, si on prend l'exemple d'Airbnb et d'Accor, j'étais un jour avec Sébastien Bazin, patron d'Accor, et fondamentalement, il avait raison. La rapidité avec c'est ça quand même la particularité. Quand on met les canalisations d'eau courante, qui est probablement l'une des plus grosses révolutions qu'on ait pu opérer, puisqu'avant il y avait des porteurs d'eau dans les étages, personne ne les regrette. Mais ça prenait du temps, c'était des mutations qui prenaient du temps, plusieurs années. En fait, l'être humain n'est pas un algorithme, et il avait le temps de s'adapter. Et effectivement, quand vous écoutez Sébastien Bazin qui vous explique aujourd'hui que lui, il marche avec un énorme sac à dos et des centaines de milliers de chambres d'hôtel dont il possède les murs face à un Airbnb qui, avec une simple application, sans posséder aucune chambre d'hôtel, est capable effectivement de faire un strike dans son business, véritablement, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts et ils sont pas prêts d'être prêts. Oui, non, je pense qu'il y a deux niveaux dans ce genre de situation. Il y a un premier niveau qui consiste à dire, effectivement, il y a des entreprises qui sont menacées dans la concurrence. Et donc, si on répond à la concurrence, si on est capable de prendre un temps d'avance, c'est-à-dire l'entrepreneur, l'imitateur apparaît beaucoup plus vite, donc l'entrepreneur doit réagir. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments plus fondamentaux dans la vie de l'entreprise au quotidien. Il y a deux choses qui me paraissent assez importantes. La première chose, c'est que les fluctuations économiques des entreprises, dans les modèles qui sont je parlais d'Ansel et tout ça, dans tous ces modèles économiques qui théorisaient et montraient l'économie du 19e et 20e siècle, l'introduction du cycle se traduisait dans les entreprises par de la gestion de stock. C'est-à-dire que le paramètre qui permettait aux entreprises, qu'elles soient ou non concurrencées, qu'elles soient ou non menacées par les nouvelles technologies, le paramètre qui permettait à une entreprise d'affronter des variations cycliques, c'était de gérer des stocks. Grosso modo, pour reprendre l'exemple de l'automobile, dans la phase de récession du cycle, de ralentissement économique, vous stockez des automobiles, et puis dans la phase qui est la phase de reprise économique, où la demande de nouveau se manifeste, vous déstockez. Ce qui est en train de se passer en ce moment, et on en revient à ce qui se passe, donc, puisque j'ai parlé de General Motors, de Nissan et tout ça, ce qui s'est passé en 2008-2009, c'est que de nouveau, les entreprises automobiles, qui ont été les plus affectées par l'évolution de l'activité économique, elles ont fait, comme elles avaient fait en 1993, 91, 92, 93, lors de la précédente récession, qui avait été largement aussi violente que celle de 2008-2009, ou en 74-75, elles ont stocké. Sauf qu'au moment de la reprise en 2010-2011, le produit qu'elles mettaient sur le marché était déjà devenu obsolète. C'est-à-dire que l'accélération du processus est une accélération qui fait apparaître l'imitateur, mais qui a transformé le stock en un élément qui n'est plus un élément de réponse contracyclique à l'évolution de l'économie. Concrètement, on pouvait penser que cette disparition du stock allait jouer sur le conseil. Et quand vous faites du conseil en entreprise, vous dites pas, si vous êtes dans une période où le conseil ralentit, vous dites pas, bon, à vos salariés, écoutez, en ce moment on n'a pas beaucoup de clients parce que c'est la phase défavorable du cycle, mais rassurez-vous, dans 3 ans, il y a telle banque qui va nous demander des conseils, donc on va faire nos rapports tout de suite et on le déstockera. Comme ça, Et donc je pense que le stock, c'était l'élément essentiel dans l'organisation, notamment ce stock comme élément régulateur a disparu. Le deuxième élément, je pense qu'une des questions qui va se poser,
c'est l'avenir du salariat. Alors c'est un vaste débat. Le salariat, c'était quoi? C'était trois choses. C'était la capacité à assimiler la présence physique à une production physique. Dans la nouvelle technologie, dans la nouvelle économie, c'est pas garanti. Vous êtes devant un ordinateur de 8h du matin à 10h du soir. Rien ne prouve que vous êtes en train de faire ce qu'on vous demande de faire, sauf à vous fliquer. Et donc, la seule façon d'organiser effectivement une relation dans laquelle on est sûr que vous êtes pertinent et actif, c'est de transformer le lien d'un lien hiérarchique en un lien commercial. On passe un contrat et si vous ne satisfaites pas au contrat, on vous exclut du système. Le deuxième élément, c'est qu'encore une fois, la régulation, c'était un temps fixe de présence, et ce temps fixe de présence ne correspond plus à la capacité de répondre au cycle. Et le troisième élément, et on rejoint ce qu'on a dit sur Airbnb et tout ça, c'est que vous avez en permanence des gens qui n'ont pas envie d'être salariés, qui peuvent rentrer dans un certain nombre d'activités. Et donc je pense que des enjeux dans l'organisation des entreprises, c'est comment elles vont répondre à la gestion du cycle, sachant que le stock se dérobe, et comment est-ce qu'elles vont renouer des relations avec leurs fournisseurs de travail, dans la mesure où la structure salariale est de moins en moins adaptée à l'évolution des nouvelles technologies. Non, mais justement, là, on a l'illustration de ce que c'est que cette nouvelle économie, parce que Jean-Marc parlait des stocks chez les constructeurs automobiles. La grande différence, encore une fois, c'est que maintenant, l'automobile, on la produit après que vous l'ayez acheté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous choisissez votre automobile, vous allez sur le site internet, vous choisissez la couleur des toits, la couleur des jantes, les machins, les trucs, et on vous la produit après. Et c'est ça qui est une différence quand même radicale dans les processus de production. Après, moi, ce que je constate, et ce qui est une tendance assez lourde, à mon avis, c'est quand même la convergence des modèles vers cette économie de la solution. C'est-à-dire que quand vous aviez Amazon qui était exclusivement un vendeur de livres par correspondance, et que vous aviez, alors en France, c'est la Fnac ou Darty qui ne faisait que vendre du produit en magasin, et que maintenant vous avez Amazon qui rachète des librairies et que vous avez la Fnac et Darty qui se mettent au digital, on voit bien que l'objectif de toutes ces marques, encore une fois, c'est de répondre, c'est de fournir la solution à un problème. Et moi je crois que cette nouvelle économie de la solution, encore une fois, c'est quand même plus une invention que une innovation. Prenez un groupe comme Seb, par exemple, Seb, il fabriquait des produits d'électroménager. Vous apportez un appareil électroménager dans votre cuisine. Ils ont racheté en France un site qui s'appelle 750 grammes. 750 grammes, c'est un site qui vous propose des recettes de cuisine. Donc, ce que vous apporte Seb maintenant, c'est plus seulement une moulinette ou un mixeur, c'est une solution de cuisine. Et ça, c'est quand même radicalement nouveau. Je trouve que mes camarades sont très croyants. Je les trouve quand même très croyants depuis le début de notre discussion sur la transformation digitale. Jean-Marc Daniel a parlé tout à l'heure du rôle de l'État. Alors il y a un point sur lequel je vais le rejoindre. Moi je considère que le rôle de l'État, et par exemple chez nous en France, c'est exactement ce qu'il devrait faire, tandis qu'il fait à peu près tout l'inverse. Le chef de l'État, il est à la tête d'un territoire. Le boulot de celui qui est à la tête d'un territoire, d'une terre, c'est de faire que la terre soit de bonne qualité pour tout le monde. Et c'est de faire que la terre soit bien irriguée. C'est-à-dire que tout le monde ait accès à l'eau. En gros, tout le monde ait accès au financement. Et puis après, son job peut s'arrêter là. Après, il faut qu'il laisse faire les jardiniers. C'est-à-dire ceux qui ont du talent, ceux qui savent faire. Et ce sont les entrepreneurs. Et ce sont les producteurs, effectivement. Mais je persiste quand même à penser que, alors oui, on est au cœur du moment où nous vivons, alors forcément, ça nourrit des angoisses, ça nourrit des peurs. On a eu à toutes les périodes de l'histoire, depuis l'Empire romain, on a systématiquement pensé que le progrès allait tuer tout le monde en un instant. Mais quand même, cette mutation est très rapide, et il ne vous a pas échappé que dans des quantités de pays, des gens le manifestent. Cette peur du déclassement, cette idée qu'on n'a pas sa place dans l'économie de demain, elle existe. Et cette économie digitale qui fabrique effectivement des gens qui étaient des salariés et qui avaient une relation d'aliénation à un patron en fournisseurs qui entretiennent désormais une relation contractuelle avec un client, c'est un phénomène qu'il ne faut pas nier. On n'en est pas au moment où le salariat a disparu. L'OCDE a sorti des chiffres qui nous prouvent que globalement la part des indépendants n'a pas totalement explosé. Puis que le salariat et même le CDI restent l'élément dominant dans le stock de travail. Mais il y a quand même une mutation qui s'opère. Et effectivement, là où on peut peut-être douter un petit peu du fait que le nombre d'indépendants n'a pas augmenté, c'est que, comme il y a beaucoup moins d'agriculteurs que par le passé, et qu'il y a peut-être beaucoup plus de travailleurs indépendants, les deux sont équilibrés, il y a une nouvelle société de travailleurs indépendants qui est arrivée.
Alors vous avez dans cette société des gens qui vont être de vrais auto-entrepreneurs, qui vont parfaitement réussir à sortir sur les opportunités, avec un talent incroyable. Ils vont se faire une à la carte. Ils vont être très heureux. Ils auront plus du tout envie d'avoir un contrat de travail. Ils auront plus du tout envie d'avoir un patron. Mais ça va très vite. Et vous avez toute la société des gens qui n'ont que leurs bras à offrir, qui n'arrivent pas à sortir sur les opportunités, qui vont se retrouver pas des vrais entrepreneurs, mais peut-être isolés, qui vont finir par accepter des jobs à 3 à 4 euros de l'heure, et qui vont finalement devenir des espèces de travailleurs au noir 2.0. Et là, la puissance publique aura un rôle à jouer. Et là, on va aller demander à l'État de trouver des solutions, parce que Jean-Marc ne sera pas d'accord. J'ai quand même un petit peu l'impression, et j'ai l'impression de le constater dans les pays autour de, même en France et dans les pays qui nous entourent, qu'il y a quelques angoisses qui s'installent. Quelques angoisses qui se manifestent parfois dans les rues, de plus en plus dans les urnes, et pas forcément dans des pays qui ont des difficultés économiques. Les deux ne sont pas liés. Donc, le rôle de l'État, effectivement, c'est de faire que la terre soit de bonne qualité, qu'elle soit bien irriguée, et on laisse faire les jardiniers. Le rôle de l'État, quand même, va être d'amortir, avec je ne sais pas forcément quels moyens, mais d'amortir les chocs sociaux qui vont être provoqués par cette révolution digitale, parce que le consommateur sera toujours très heureux, mais le travailleur, dans certains cas, va morfler. Très bien. Question du public. Apparemment, messieurs, vous intimidez les étudiants. Allez, super. Alors, bonjour et bienvenue en Algérie. Donc, moi, je suis étudiant ici à l'ESA. Donc, ma question, ça serait un petit peu une divergence par rapport au débat, mais je pense que la divergence est intéressante. Alors, vous avez des économistes comme Gunther Pauli, des économistes comme Idriss Aberkan, qui, au-delà du fait de l'innovation technologique, insistent que qui dit innovation technologique dit utilisation plus accrue des matières premières. Or, on ne sait pas comment utiliser cette matière première. Vous avez plein d'exemples cités d'Idriss Aberkan d'un coquillage qui finalement est vendu 3 à 4 dollars, alors que s'il était utilisé, sa valeur est beaucoup plus élevée. Donc, à quoi, si on réfléchit à l'avenir, stagnation comme un avenir défaitiste ou un avenir plutôt optimiste, quelle est la place de la Terre dans cet avenir? Parce qu'il y a des économistes notamment j'ai lu un livre qui parlait de la théorie de destruction, vous connaissez certainement, qui disent que dans 50 ans, notamment, on n'aura pas d'innovation ni stagnation, mais le plus dur, c'est qu'il n'y aura même pas d'humanité. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ce sujet? Et merci beaucoup. Très bien. La deuxième question de la demoiselle qui est à côté de vous aussi. Non, elle est à côté, Voilà. Rebonjour. Donc, vous avez parlé d'une résistance à la transformation digitale. Je pense que ce qui ralentit cette période, ce qui l'empêche de passer au niveau supérieur, en fait, c'est le fait que les ressortissants du domaine technologique, à savoir les développeurs, les chercheurs, les étudiants, etc., ne parlent pas les mêmes dialectes que les ressortissants du domaine du business. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les gens qui sont là à créer l'opportunité du travail ne comprennent pas forcément ce que les ressortissants de l'IT ont à dire. Donc c'est ce que je pense. Voilà. Merci. Allez-y, messieurs. Non, alors, sur la première question concernant les matières premières, alors l'exemple d'Aberkan, c'est un petit peu sur la façon subjective dont chacun attribue une valeur à un objet ou pas, qui est différente. Il y a un vrai sujet, moi je suis d'accord avec vous, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport aux matières premières, etc., c'est cette idée qui est quand même un peu fallacieuse que dans cette nouvelle économie digitale, on vit dans un monde dématérialisé et qu'on a un rapport finalement aux ressources naturelles et à la nature qui est plutôt positif. C'est-à-dire qu'en gros, on rentre dans un monde qui est plutôt économe en ressources naturelles. Or, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, sachant que vous vous doutez bien que toute l'électricité qu'il faudra produire pour utiliser tous nos outils digitaux, il faudra bien la produire avec des matières premières. Tous nos smartphones, tous ces métaux rares, toutes ces terres rares, comme on dit maintenant, qu'il faut utiliser pour fabriquer tous nos outils technologiques, c'est considérable. Or, là, on tombe sur des défis majeurs qui sont, qui possède ces ressources,
Et là, vous êtes potentiellement sur une redistribution des cartes du pouvoir géopolitique dans le monde, puisque quand vous voyez que presque les 3/4 de ces métaux rares sont détenus par exemple par les Chinois, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer quand on voit qu'on en aura besoin dans toutes nos technologies demain, y compris les technologies de défense? Est-ce que les Chinois accepteront de nous vendre demain tous les métaux, minerais, etc., dont on aura besoin pour fabriquer nos instruments de défense? C'est pas sûr. Et puis il y a tout cet aspect où il faut prendre en compte maintenant le bilan énergétique global de toutes les technologies qu'on nous propose. C'est-à-dire que nous, cette espèce de mode, entre guillemets, de la voiture électrique, vous vous apercevez très vite que finalement, si vous faites le bilan énergétique complet de votre voiture électrique, il n'est pas tellement plus spectaculaire que le bilan de la voiture qui marche aujourd'hui thermique. Et en plus, les autres défis, c'est quoi? C'est des défis qui sont relatifs à l'urbanisme, qui sont relatifs au mode de transport. Imaginez que dans vos rêves les plus fous, la voiture de demain soit 30% plus économe en ressources naturelles que celle d'aujourd'hui. Mais si c'est pour avoir 2 fois plus de voitures, comme nous le prédisent finalement toutes les grandes prévisions de l'ONU, de l'OCDE, etc., voilà, et ces solutions-là, elles sont compliquées. Et après, sur la deuxième question, oui, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre l'invention, enfin, il y avait un monde, c'est là où peut-être entre vraiment l'invention et l'innovation, sa diffusion et le fait qu'elle se retrouve chez tout le monde. Aujourd'hui, vous avez quand même ces barrières qui sont supprimées parce que, le coût de l'innovation, il est quand même moins élevé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 15 types dans un bureau avec 4 ordinateurs qui peuvent inventer une application qui va d'ores et déjà très vite changer la vie de tout le monde du jour au lendemain. Quand on prenait l'exemple de Tinder tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont bouleversé un marché du jour au lendemain. Donc je pense que ce hiatus va se réduire à condition qu'il y ait le financement, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis pour terminer, la question c'est, encore une fois, est-ce que demain ce sera l'enfer ou est-ce que demain ce sera le paradis? Ce sera surtout ce qu'on en fera. Et moi je crois effectivement qu'il y a un enjeu terrible aujourd'hui, je suis d'accord avec Nicolas, c'est-à-dire que le temps de l'invention et de l'innovation, c'est jamais celui de la législation. Et donc oui, aujourd'hui, il faut trouver des réponses fiscales au comportement des grands GAFA qui, dans le monde entier, finalement ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Il faut trouver des réponses sociales à ces nouveaux statuts de précarité, etc. Donc oui, il y a des défis considérables. Honnêtement, j'ai fait de l'économie parce que je pensais que le droit c'était chiant. Et je trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aujourd'hui, vous entamez des études de droit, vous avez tout à réinventer. Tout est à réinventer. Toutes les législations autour du droit numérique, du droit digital, etc. Je pense que ça va être passionnant, mais comme le business ou comme les... Vous ne regrettez pas tout de même? Non, je voudrais réagir à ces deux interventions. La première, pour préciser quand même l'histoire d'invention et innovation, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu mets toi derrière ces mots. L'invention, typiquement, c'est la logique de l'ingénieur qui va faire un beau produit. C'est les 4 personnes ou les 15 personnes qui sont dans une salle et qui inventent quelque chose, mais qui n'a pas de débouché en ce sens que ça ne correspond pas au consommateur. Et l'innovation, ça correspond effectivement aux attentes du consommateur. Et là où je vous rejoins, on a encore des sociétés qui sont des sociétés, et je dis ça d'autant plus calmement et sereinement que moi j'ai un diplôme de l'école d'ingénieur. On a des sociétés qui sont fascinées par les ingénieurs. On n'arrête pas de dire qu'il faut faire de la recherche. Vous prenez les objectifs que se donnent toutes les grandes organisations internationales, c'est de consacrer 3% du PIB à la recherche. En Europe, c'est la stratégie de Lisbonne revenue en agenda 2020. Au niveau de la CNUSED, il faut faire de la recherche. Mais l'objectif de la vie, c'est pas d'aligner des gens dans des bureaux et dans des laboratoires pour refaire l'acétylène, pour refaire l'A380, pour refaire le Minitel et tout ça. Le personnage clé dans une entreprise, c'est celui qui sait qui est son client. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis où on prend les directeurs commerciaux d'un certain nombre de grandes entreprises et on leur demande qui sont vos clients. Et donc on regarde et puis on met en regard effectivement une analyse des clients. Et on s'aperçoit que les directeurs commerciaux connaissent à peu près 20% de la typologie de leurs clients. Donc je pense que la fonction essentielle maintenant dans les entreprises, dans un monde concurrentiel, parce que quand on est dans la situation du capitalisme à l'ancienne, avec des monopoles et tout ça, son client, on s'en fout, hein. Son client, de toute façon, il n'a pas le choix.
Le client, il est venu, il a comme produit. C'est Ford qui dit, vous prenez n'importe quelle voiture pourvu qu'elle soit de telle couleur et qu'elle ait telle caractéristique. Donc le personnage qui va devenir clé dans la nouvelle économie, c'est le commercial. Et donc je pense qu'il faut réhabiliter la fonction commerciale, il faut réhabiliter les écoles de commerce, à condition qu'elles fassent leur métier d'école de commerce. C'est-à-dire qu'elles apprennent aux gens à s'intéresser aux clients. Alors, la deuxième question. Écoutez, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que si dans 50 ans le climat est devenu irrespirable et qu'il n'y a plus... Et je pense que la question qui commence à être débattue dans les COP, qui consiste à dire est-ce que c'est la Chine ou est-ce que c'est le Royaume-Uni du 19e siècle qui est responsable de tout ça, est grotesque. Le dernier homme qui suffoquera dans 50 ans si on continue au fin fond d'un désert totalement inhabitable à cause du réchauffement climatique, avant de suffoquer, il ne dira pas « je maudis les Chinois » ou « je maudis les Anglais ». Il mourra. Et donc le véritable enjeu, c'est pas de chercher qui est le coupable, mais de chercher quelle est la solution. Et je pense qu'il y a deux solutions. La première, c'est qu'il faut maintenir un prix du carbone. Et donc au niveau mondial, il faut que tout le monde se mette d'accord pour que ça coûte de plus en plus cher de polluer et d'avoir un prix du carbone plus élevé. Et puis alors là, je vais aller à l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous savez, les économistes disent qu'il y a trois façons d'appréhender l'économie. Les économistes du 19e siècle disaient ça. Il y a les physiocrates, qui étaient les économistes du 18e siècle, qui pensaient que l'origine de toute la richesse était la nature. Il y a les ponocrates, qui pensent que c'est le travail, et les chrysohédonistes, qui pensent que c'est la politique monétaire, la quantité d'or qui circule et tout ça. Nous sortons d'une période chrysohédoniste, clairement. On nous a expliqué que si on imprimait de la monnaie, si la banque centrale était là pour nous sauver, tout irait bien. Ça ne marche pas. Ponocrate, ça n'a de sens que s'il y a des hommes et donc si on survit. Et donc je pense qu'il faut réhabiliter la pensée des physiocrates. Et les physiocrates français du XVIIIe siècle avaient écrit à d'Alembert, qui était le grand physicien de l'époque, alors disant quand est-ce que vous nous donnerez l'énergie du soleil? Parce que l'agriculture qui magnifiait, c'était le soleil de demain, c'est le soleil, l'action du soleil. Le charbon qu'on commençait à exploiter, c'était le soleil d'hier. Et ils écrivent à d'Alembert en disant quand est-ce que les physiciens vont nous donner le soleil d'aujourd'hui? Ils écrivent ça en 1770, et d'Alembert répond dans 25 ans. On est 250 ans après, on n'a toujours pas le soleil d'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut donner un prix au carbone, et au lieu d'arrêter de faire des inventions, de dire écoutez, voilà, la priorité absolue, c'est pas 3% du PIB consacré à la recherche, c'est nous donner le soleil d'aujourd'hui. Tous les programmes de physique, de recherche doivent être axés sur cette obsession. Si on ne fait rien, dans 50 ans, le mec qui crèvera ne se posera finalement pas la question de savoir si c'est à cause des Anglais ou des Chinois. Il crèvera purement et simplement. Vous avez vu, c'est assez rare, mais sur cette question, la vôtre, monsieur, j'ai laissé la parole à Émile Le Chiffre. Parce qu'on a beaucoup parlé des croyants, on a beaucoup parlé des athées, et sur cette thématique, j'ai l'impression que c'est un peu agnostique. C'est pas rassurant. Alors, j'ai une espèce de conviction chevillée que de toute façon, l'intelligence humaine est sans limite et qu'elle apportera des solutions à tous les problèmes que nous connaissons. Et qu'effectivement... Ça, c'est croyant. Non, mais ça, c'est croyant. Ça, c'est croyant. C'est vrai. C'est quand même... Et qu'effectivement, le progrès technique sera probablement la solution, la principale solution, mais qu'à côté... Et j'ai défendu cette idée comme Jean-Marc Daniel, pourtant généralement j'essaie de ne pas être d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait effectivement un prix au carbone. Mais pas un prix au carbone comme on l'a fait à la française. En France, on a fait une taxe carbone pour aller combler les trous budgétaires. Et tous les pays qui ont réussi à faire une taxe carbone qui a été socialement acceptée par la population, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'argent de cette taxe carbone est revenu à la population et notamment vers les populations les plus faibles. Et les exemples sont légion. Par exemple, la Suisse, 100% de la recette de la taxe carbone finance de la R&D dans l'écologie. Vous prenez la Suède, la fiscalité sur le carbone s'est accompagnée d'une baisse de l'impôt sur le revenu et d'une baisse des cotisations sociales. Vous prenez encore, je ne sais plus quel pays, le Canada, où il y a eu effectivement également des baisses de cotisations. Et le nom du pays m'échappe, mais ils ont mis de la taxe carbone et en face, je crois que c'est la Suisse,
ils ont baissé la facture des complémentaires santé. Donc la fiscalité sur le carbone est absolument essentielle, mais il est aussi très important qu'elle soit socialement acceptée. Et il y a des pays, on en est le premier exemple en France, qui n'ont pas su le faire pour le moment. Mais c'est quand même un peu l'agnosticisme qui l'emporte sur cette question-là, beaucoup plus que la croyance ou le rejet absolu. Très bien. Alors messieurs, je pense qu'on a fait un large tour d'horizon sur cette révolution digitale. On devait aussi parler des moteurs de la croissance future. En quelques mots. Alors, les moteurs de la croissance future, les deux facteurs de production qui sont capital financier et capital humain, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, l'innovation et le progrès technique, je viens d'en parler. Les gains de productivité qu'ils supposent, certes, effectivement, les gains de productivité dans les activités industrielles sont beaucoup plus palpables, beaucoup plus immédiats, beaucoup plus calculables que dans les activités de service. L'innovation, et puis probablement, pour terminer, un point qui est cher à notre ami le professeur émérite Jean-Marc Daniel, la concurrence. Non, moi je reste sur cette idée qu'effectivement, se poser la question de est-ce qu'il y aura encore de la croissance ou pas demain n'a pas de sens, dans la mesure où la croissance c'est la création de valeur. Donc la valeur ne viendra certes plus effectivement ou beaucoup moins de la production physique de marchandises, elle viendra bien davantage des solutions de bien-être qu'on sera capable d'inventer pour tout le monde, ce qui demandera sans doute moins alors, finalement, la question c'est est-ce que ce sera aussi toujours très gourmand en ressources je pense que oui. Je pense qu'effectivement, on devra de toute façon, encore une fois, le monde de demain, ce sera surtout ce qu'on en fera. Donc c'est nous, notre responsabilité. Et ça n'ira pas si l'homme devient feignant. C'est-à-dire, en gros, regardez, si vous relisez par exemple La planète des singes de Pierre Boulle, vous apercevez que si les singes ont pris le pouvoir, c'est parce que l'homme est devenu paresseux. À arrêter de réfléchir, à arrêter d'innover, etc. Et je pense que Jean-Marc a raison sur l'innovation. Juste pour terminer, quand Jean-Marc disait ce qui compte, c'est de connaître ses clients, mais là vous êtes typiquement dans la... Et je réponds à la fois à cette question du commercial et à cette question de la création de valeur. C'est, encore une fois, le trésor que va représenter les données est un gisement absolument considérable de croissance. Je vous cite juste un seul exemple qui est celui de Starbucks aux États-Unis. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, Starbucks, ils avaient identifié une trentaine de profils de consommateurs différents. Et ils envoyaient à cette trentaine de profils à peu près une pub par semaine, etc. Avec l'analyse profonde des données, donc ce qu'on appelle le big data, ils ont identifié 20 000 profils différents. 20 000 profils différents à qui ils envoient en permanence des offres personnalisées. Le résultat, c'est que sur un marché qui est stagnant aux États-Unis, ils ont fait un gain de leur marge opérationnelle de 4%. Voilà, donc vous avez la création de valeur qui est possible, et donc de la création de richesse possible, et donc de la croissance possible, en proposant des nouvelles solutions. Je vous laisse conclure. Oui, pour conclure, alors là, véritablement en deux mots, parce que je ne peux que confirmer ce qui a été dit, c'est-à-dire la croissance, c'est du progrès technique et de la concurrence. Simplement, la croissance, ça n'a pas le même sens quand vous êtes aux États-Unis, qui est le pays à la frontière technologique, et quand vous êtes à Djibouti ou en Éthiopie, qui sont les pays qui ont le plus de croissance en ce moment, et qui partent de plus loin. Donc je pense, dans un pays qui est en situation intermédiaire comme l'Algérie, je n'ai pas de conseil à donner à l'Algérie, à la population algérienne, mais je crois qu'elle a quand même 3 atouts. Vous, parce qu'un pays qui est jeune a potentiellement plus de croissance qu'un pays qui est vieux. Et donc, je pense qu'elle a besoin de vous. Mais enfin, ça, je ne vais pas aller au-delà. C'est pas à moi de faire une campagne électorale pour disant j'ai besoin de vous. Donc, je laisse ce souhait à d'autres. Le deuxième élément et le deuxième atout, c'est que vous ne soupçonnez pas, je l'ai dit hier, j'insiste là-dessus, et c'est mon côté un peu obsessionnel là-dessus. Vous avez l'euro au nord et l'euro au sud, de bénéficier et de profiter de la stabilité monétaire qui permet effectivement de déterminer des prix qui sont des prix relativement durables et donc de faire jouer après à la concurrence. Et puis, le troisième élément, c'est, et j'insiste là de nouveau là-dessus, un des facteurs incontestables de la croissance, on en a parlé, c'est quand même que la croissance, c'est pas que de la valeur, c'est à mon avis du bien-être. C'est quelque chose, la valeur, c'est quelque chose qui est du côté du producteur. Le bien-être, c'est le consommateur. Et encore une fois, si le consommateur est mort dans 50 ans, parce que la planète est irrespirable, je ne sais pas s'il sera beaucoup de valeur. Le sable qui sera à la place de toutes les agricultures, il aura peut-être de la valeur, mais le bien-être du mec qui sera en train de clamser, il sera minimal. Donc là, il y a un vrai enjeu qui est de réorienter systématiquement la croissance, le raisonnement économique vers le consommateur, son bien-être et le réchauffement climatique.
Merci à vous, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre et Nicolas Dos. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir animé ce beau débat. Merci. Merci à vous.